Alors, nous allons passer au point numéro 3 qui porte sur notre débat d'orientation budgétaire 2020, donc un exercice réglementaire obligatoire qui consiste à dresser un tableau des grandes orientations budgétaires pour l'année qui viendra. Donc c'est un débat d'orientation budgétaire un peu particulier puisqu'il y aura entre cette présentation et le vote du budget un renouvellement municipal, mais que néanmoins, donc il nous revient le devoir. Oui, c'est Philippe qui va faire la présentation. En fait, la présentation va se faire à deux voix, avec Philippe Collet dans un premier temps, ensuite Hervé Lenné, et puis je conclurai. Donc je cède la parole à Philippe Collet. Oui, merci David. Alors nous sommes bien sûr sur le débat d'orientation budgétaire 2020. Alors tu peux passer l'image suivante. Alors on rappelle le cadre légal, l'article L 2312-1 du Code général. Alors le préambule, dans les communes de 3500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal dans un délai de 2 mois. Alain. Dans les communes de 3500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal dans un délai de 2 mois précédant l'examen du budget un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, ainsi que la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. Bon, débat sans vote, mais faisant l'objet d'une délibération. Alors, on va traiter plusieurs points. Le contexte économique mondial, européen et national, les effets de la commune nouvelle, des recettes confortées, taux d'imposition locale et dotations, une maîtrise des dépenses de fonctionnement, le développement de l'investissement sans recours à l'emprunt pour soutenir l'économie locale. Plus le budget de lotissement. Alors, on passe sur le contexte économique mondial, européen et national. Alors, la première image va nous donner quelques indications sur les données nationales et internationales. Il y a trois années qu'on va retrouver au gré des images, au gré des diapositives, 2018, 2019, 2020. On va donc parler du taux de croissance des produits intérieurs bruts en pourcentage, le PIB, et ainsi que du prix de la consommation. Vous découvrez sous vos yeux un tableau qu'on pourrait subdiviser en 2 parties. Je parle de la première partie, 2 parties. Le PIB monde, les USA, la Chine, la zone euro et la France. On s'aperçoit que dans la première partie, le monde, les USA et la Chine, il y a une décroissance du taux de croissance des produits intérieurs bruts qui passe pour le PIB monde de 3,6 pour atterrir en 2020 à 3,3, aux USA de 2,9 pour atterrir à 1,5 et pour la Chine de 6,6, on passe par 6 et on devrait finir à 5,7 en 2020. Quant à la zone euro, elle est à 1,9 en 2018, 1,2 et 1,2 sur les années 2019 et 2020. La France, 1,7, 1,4, 1,3. Les prix à la consommation, 1,8, 1,2, 1,2. Alors, la petite conclusion que j'en fais, c'est qu'on note un ralentissement mondial de la croissance qui est beaucoup plus atténué sur la zone euro et en France. Quant au prix à la consommation, on s'aperçoit que sur les 2 dernières années, 2019 et 2020, ils sont chiffrés à 1,2. Voilà. Les données France. Là, on va parler du déficit public et de la dette publique en pourcentage du PIB. Le déficit public, je parle sous couvert d'Hervé, c'est 69 milliards de déficit public, Hervé. On reprend les mêmes années, 2018 moins 2,5, donc en dessous des ratios de Maastricht, des critères de Maastricht. 2019, on est légèrement en dessus puisqu'on a moins 3,1. Et les prévisions de Bercy nous donnent en 2020 un taux de moins 2,2%. Quant à la dette publique,
c'est simple à se rappeler, malheureusement simple à se rappeler, puisqu'on est légèrement en dessous de 100. Je rappelle qu'en 2020, elle avait dû atteindre 100%. En préparant cette image-là, la dette publique, c'est 2400 milliards d'euros, un peu moins. J'ai une réflexion à faire, c'est que la France s'endette de plus de 2665 euros chaque seconde. La dette publique par habitant, c'est 38 838 euros. Voilà. Simon, merci Philippe. On peut continuer. On continue. Ouais. Alors les administrations publiques locales, j'ai bien dit les administrations publiques locales, contribuent au redressement des comptes publics de la nation. Alors on a un tableau, les ratios d'endettement au sens de Maastricht. On s'aperçoit que la contribution des administrations publiques centrales, l'État, augmente. On passe de 81, 82 à 83,1 en 2020. Quand, au contraire, les administrations publiques locales diminuent, les territoires, les collectivités locales, les contributions des administrations publiques locales, on passe de 8,7, 8,4 pour atteindre 8 en 2020. Il en est de même pour les administrations de sécurité sociale, 8,7, 8,4, 7,6 en 2020. J'avais pas cité les sources, mais ça nous vient de Bercy. C'est un rapport économique et financier sur le projet de loi des finances de 2020. Les principales mesures de la loi des finances pour 2020. Alors, les principales mesures de la loi des finances pour 2020, c'est d'abord le maintien de l'enveloppe de dotation globale de fonctionnement. Alors, c'est d'abord le maintien du concours financier aux collectivités et donc de la dotation globale de fonctionnement qui, elle, devrait légèrement augmenter de 0,6 milliards d'euros. C'est le maintien du dispositif pacte de stabilité des communes nouvelles. Le pacte de stabilité, c'est pas rien, c'est une garantie de non-baisse de leur dotation forfaitaire et de leur dotation de péréquation. Et donc, Avranches est grandement concernée puisqu'elle s'est associée avec Saint-Martin-des-Champs. C'est l'augmentation des dotations de péréquation, les DSU et les DSR, et la pérennisation du bloc DSIL, dotation de soutien à l'investissement local et la dotation d'équipement des territoires ruraux. C'est la fin de la taxe d'habitation. Dès 2020, et c'est le cadre général, 80% des Français ne paieront plus, donc en fin d'année, ne paieront plus de taxe d'habitation, et en 2023, ce sera 100% des Français. C'est le gel des taux et de l'intégration fiscale progressive. Voilà, c'est une très très bonne nouvelle. Ça veut dire que on avait dit lors de nos réunions de préparation de la communauté pour la commune nouvelle qu'il y aurait une légère augmentation chaque année de l'ordre de 10 à 12 euros. Eh bien, cette année, il n'y en aura pas. Il y a un gel des taux de l'intégration fiscale progressive. Alors, on peut peut-être passer au tableau suivant. Là, on va parler des dotations de péréquation en hausse. Alors, est-il utile d'expliquer ce qu'est la péréquation ? La péréquation, c'est un mécanisme de redistribution qui vise à réduire les écarts de richesse et donc les inégalités entre les collectivités territoriales. Alors, c'est un tableau qui à 3 entrées. Il y a le groupement DGF dotation péréquation 1,496 milliards. On a une stabilité, le maintien des concours financiers de l'État. À l'intérieur de cette enveloppe, il y a une augmentation substantielle de la DGF. Après, dans les communes, on passe sur la dotation nationale de péréquation, 794 millions. La dotation de solidarité urbaine, elle augmente de 90 millions. Alors, vous savez que la dotation de solidarité urbaine est très très importante pour la ville d'Avranches. Parce que d'une part, Avranches a un parc social, il y a des habitations sociales à Avranches, mais aussi parce que grâce à la commune nouvelle, on a dépassé 10 000 habitants
et ça nous a permis d'avoir une dotation de solidarité extrêmement importante. Je n'ai plus exactement le chiffre en tête, mais on est sur une base de entre 350 000 et 400 000 euros. Alors, la dotation de solidarité rurale, qui elle aussi augmente de 90 millions d'euros. Quant au département, on retrouve les dotations de péréquation qui augmentent de 10 millions d'euros. Voilà pour ce qui concerne ce tableau. Alors, je tourne mes feuilles parce que c'est beaucoup plus facile pour moi de lire sur les documents qui m'ont été donnés plutôt que sur le tableau. Alors, la suppression de la taxe foncière. La suppression de la taxe d'habitation. Merci Hervé de me reprendre. Il s'agit bien de la suppression de la taxe d'habitation. Pour supprimer la taxe d'habitation, une exonération progressive est mise en place pour 20% des ménages encore soumis à son paiement. Alors là, on a trois volets quelque part. Hein. Le premier volet, il est relativement simple et il nous dit la chose suivante, c'est qu'en fin de 2020, sur le cadre général, 80% des ménages ne paieront plus la taxe d'habitation. Les volets 2 et 3 pourraient être additionnés et confondus, puisque ces volets-là nous disent qu'en fin 2023, il y aura une suppression totale de la taxe d'habitation. J'ai bien dit de la taxe d'habitation. Et ça se fera, cette exonération sera progressive pour les ménages, moins 30% en 2020, moins 65% en 2022, pour finir à une exonération totale en 2023. Alors on revient sur un tableau, un focus, les effets de la réforme de la taxe d'habitation. Alors, ce tableau-là, il parle de la façon suivante. Il nous dit qu'en foyers fiscaux, et je vais traiter Avranches d'abord, il y a 3803 foyers fiscaux à Avranches. Les foyers fiscaux exonérés en 2017, 1099. Les nouveaux foyers fiscaux exonérés en 2020, 2197. Ce qui donne les pourcentages suivants. Pourcentage de foyers fiscaux, de foyers exonérés en 2017, 29%. Pourcentage des foyers exonérés en 2020, 87%. Donc on s'aperçoit qu'on est au-dessus du cadre général sur Avranches. Pourcentage des foyers nouvellement exonérés, on atteint 58%. Et en valeur absolue, le montant du dégrèvement représente 1 7108 €. Je vais passer à Saint-Martin-des-Champs, 1055 foyers fiscaux, 125 foyers exonérés en 2017, 663 foyers exonérés en 2020, ce qui nous donne un pourcentage de foyers exonérés en 2017 de 12% et un pourcentage de foyers exonérés en 2020 de 75%. Il est intéressant à ce stade de la discussion de s'apercevoir que lorsque Saint-Martin affiche un chiffre de 75% de foyers exonérés en 2020, Avranches est à 87% de foyers exonérés. Chacun tirera les conclusions. Pourcentage de foyers nouvellement exonérés, donc 63% pour Saint-Martin, ce qui correspond à 357 154 €. Je ne vais pas m'amuser à additionner les deux communes. Je dirais simplement qu'à valeur absolue, le montant du dégrèvement en euros se chiffre à 1 364 262 €. Voilà. Alors, au total, on peut rajouter qu'à l'issue de la réforme de 2020, 84% des foyers de la commune nouvelle seront exonérés de la taxe d'habitation. Voilà. Alors, voilà un tableau intéressant et peut-être pas tout à fait facile à commenter. Alors, le focus taxe d'habitation, taxe foncière des propriétés bâties. Donc, le mécanisme correcteur. Alors, j'ai vite écrit tout de suite là une petite bafouille. Alors, on va parler de l'attribution d'une nouvelle ressource qui sera attribuée aux communes
pour compenser à l'euro près la perte financière enregistrée par la suppression de la taxe d'habitation. On est bien sûr sur une compensation à l'euro près de la taxe d'habitation. Alors, le tableau, on le regarde ensemble et j'essaie de le commenter. Alors, on va commencer par la commune d'Avranches. La population, c'est 8418 habitants. La ressource de la taxe d'habitation perdue par la commune, c'est 1 803 544. La différence entre le produit départemental de la taxe foncière et le produit de la taxe d'habitation perdue, c'est 62 362, moins 62 319, pardon. Ce qui nous ramène à un produit départemental de la taxe foncière propriété bâtie transféré à la commune de 1 741 225. À ce stade de la discussion, Avranches n'est toujours pas compensé à l'euro près. Le total du produit communal de la taxe foncière après la réforme s'élève à 3 852 280. À ce chiffre-là, on ajoute 62 319 et on atterrit sur la dernière colonne, produit communal de la taxe foncière après correction à 3 914 599. Et si on divise ce chiffre-là, 3 914 599 par 3 852 280, on trouve le coefficient de correcteur qui est de 1,0161 771 73. Coefficient de correction qui est légèrement supérieur à 1 puisque on ne compense pas à l'euro près d'entrée de jeu. Voilà. Pour Saint-Martin, c'est une autre histoire. On a 2425 habitants. On a une ressource de taxe d'habitation perdue pour la commune de 337 666. On a une différence produit départemental de la taxe foncière et le produit de la taxe d'habitation perdue qui est de plus 328 037. Le produit départemental de la taxe foncière transférée à la commune, 665 703. Total du produit communal de la taxe foncière après la réforme, 1 226 780. Et si à ce chiffre-là, on déduit 328 037, on trouve une somme de 898 743 qui correspond au produit communal de la taxe foncière propriété bâtie après correction. Et si on refait la même opération que précédente, à savoir qu'on divise 898 743 par 1 226 780, on trouve un coefficient correcteur de 0,732 603 238, coefficient inférieur à 1, puisque la taxe foncière stockée au niveau du département est largement supérieure pour compenser notre perte de taxe d'habitation. Voilà pour ce tableau-là. On peut passer au suivant si... Alors, poursuite des effets positifs de la commune nouvelle. Alors, je viens d'en parler, je viens de parler du gel des dotations sur 3 ans. Elles ne peuvent être inférieures, donc, à celles servies en 2018. Les gels, c'est sur les années concernées, 2019 à 2021. Il y a l'effet trésorerie du fonds de compensation TVA. Et si vous avez souvenir de la petite histoire, on vous avait dit au départ que ce fonds commun TVA, de compensation TVA, regrouperait 3 années, 2017, 2018, 2019. Ça n'a pas été le cas. Ça regroupait 2 années. 2019 se regroupe avec 2017 et 2020 se regroupe avec 2018. En ce qui me concerne, je trouve que c'est très intéressant pour la commune.
Le troisième point, il s'agit du retour d'éligibilité de la dotation de la solidarité urbaine. Je l'ai expliqué tout à l'heure, commune de 10 000 habitants et plus, 10 800, hein, et un parc social existant, donc une bonification très 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 intéressante. Stabilité fiscale avec le gel des taux et le gel de l'intégration fiscale progressive en 2020. On n'augmente pas les impôts. Les taux restent les mêmes et en plus il n'y aura aucune augmentation pour les contribuables plus Saint-Martinais puisque il y a un gel des taux cette année. Alors l'harmonisation des tarifs en cours. Alors on cite Denoyer, Choc. En somme, on fait référence à des conseils d'État du 10 mai 1974. En somme, pour être simple, il y a un principe, c'est que lorsque deux communes s'associent, le principe est le suivant, c'est il faut qu'il y ait une égalité des usagers devant le service public. C'est ça le principe de base. Une fois qu'on a compris ça, tout est simple. Les prix des cantines vont être ajustés, la location des salles vont être identiques, ainsi de suite. Et là, ça me fait plaisir de vous raconter la petite histoire, parce que il y a une harmonisation, un renouvellement des contrats de marché. Et savez-vous que lorsqu'on a repris les contrats d'assurance de Saint-Martin, qu'on les a croisés avec les contrats d'assurance d'Avranches, et qu'on a décidé de tout mouliner pour renégocier, eh bien, on a quand même fait une économie substantielle de 40 000 €. Voilà, alors, on va parler des avantages et des enjeux. Alors, les avantages, j'ai parlé longuement de l'effet du fonds de compensation de TVA. C'est des sommes de 870 000, 800 000, je pense qu'Hervé va vous les citer un peu plus tard. La DGF qui est maintenue, hein, c'est quand même pas rien. Et il n'y a pas eu d'emprunt en 2020. Il n'y a pas eu d'emprunt en 2020. Et ce qui est assez intéressant, c'est que on a gardé le même niveau d'investissement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le cabinet Gallia avait repris le DOB donc d'Avranches, et comme Saint-Martin n'avait pas de DOB, il avait repris les 3 dernières années. Il a consolidé tous ces chiffres-là, et on arrivait, et ça c'est le cabinet Gallia qui l'avait fait, hein, on arrivait à 3,6 millions d'euros d'investissement. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, sans emprunt, on est au-delà de 3 millions sur 2020. La CAF est préservée. Hein, bon, on voit bien ce que c'est que la CAF, hein, c'est de l'épargne brute, c'est les revenus de fonctionnement, moins les charges réelles de fonctionnement, y compris les intérêts de la dette. Eh bien, c'est en somme un ratio d'aisance. C'est aussi un indicateur tout à fait intéressant sur notre capacité à investir et à couvrir le remboursement de notre dette. Donc, la CAF est préservée, l'épargne brute est intéressante et l'épargne nette avec. Les enjeux, l'harmonisation des tarifs, j'en ai parlé, 40 000 € de gagnés avec les assurances vie. L'état de l'actif, c'est tous les biens, les droits que possède la collectivité. Gel de l'IFP, l'intégration forfaitaire progressive, je l'ai dit, gel des taux, il n'y a pas d'augmentation d'impôts. Et là, je vais me faire un plaisir de vous commenter les données 2019. Je vais me faire un plaisir, c'est une comparaison multiratio. On va parler d'indicateurs à investir, à rembourser, d'indicateurs d'aisance financière, de ratio par habitant. On est en 2019, on n'a connu qu'une seule année sans emprunt. En 2019, on n'a connu qu'une seule année sans emprunt. Je vais donc comparer la commune nouvelle 2019 d'Avranches à une strate de 10 000 à 30 000 habitants
en sachant que, vous voyez, dans cette strate-là, c'est 10 000 à 30 000 habitants, mais on a 10 800, on est au bas de la strate. Eh ben, écoutez-moi. Taux d'épargne brute. Le taux d'épargne brute pour la commune nouvelle est de 17,43%, à rapprocher de 11,30% pour la strate. La recette de fonctionnement par habitant est de 1370, on la rapproche de 1385 €. On est dedans. L'encours de dette par habitant, 916, quand la strate est à 932. La dette rapprochée à l'épargne, la capacité de désendettement, elle est de 4,36 cette année. Si on fait une année sans emprunt, elle descendra bien en dessous. À rapprocher de 4,2. La dette rapprochée aux recettes de fonctionnement, 66,8. On est pareil sur la strate. Les dépenses de fonctionnement par habitant, 1048, quand la strate est à 1177. Les dépenses de personnel par habitant, 618, quand la strate est à 697. On travaille avec quasiment le même nombre de personnel. Il y a avec la même qualité de personnel, donc c'est très très bien. C'est simplement une redistribution de l'organisation qui a été faite. Les dépenses de fonctionnement, 59%, c'est pareil. La charge à caractère général par habitant, on est dit 227, non, à rapprocher de 276 €. Les dépenses de fonctionnement, 21,6, à rapprocher de 23,4. Eh bien, quand ce matin, j'ai lu ça, et que j'ai préparé le conseil municipal de ce soir, j'ai conclu, le plus honnêtement possible, le plus factuellement du monde, que la commune d'Avranches est vertueuse en matière de gestion. Alors je continue. Philippe a brillamment évoqué le contexte économique qui nous entoure. Il a évoqué les principales mesures de la loi de finances de l'année 2020. À mon tour, je vais vous présenter recettes et dépenses, à la fois en fonctionnement et en investissement, pour la commune nouvelle. Donc on peut constater globalement une stabilité des recettes. Les taux d'imposition, on va le voir, sont maintenus. Les dotations de l'État sont maintenues. On va juste constater une diminution de la compensation de la communauté d'agglomération. Donc on a une stabilité des taux de fiscalité, à la fois pour Avranches et pour Saint-Martin-des-Champs. Donc Philippe nous l'a dit tout à l'heure, la loi de finances 2020 a gelé à la fois les taux et a imposé un gel de l'intégration fiscale progressive en 2020. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le lissage qui était prévu sur 12 ans à compter de l'année 2020 est reporté d'une année. Donc bonne nouvelle pour les habitants de Saint-Martin-des-Champs, les taux d'imposition ne vont pas évoluer cette année 2020. Le lissage ne prendra effet qu'à partir de l'année 2021. Donc vous avez des taux de taxe d'habitation 20,65 pour Avranches qui sont maintenus, 10,93 qui sont maintenus pour Saint-Martin-des-Champs. Le taux de taxe du foncier bâti 25,85 pour Avranches et 17,88 pour Saint-Martin-des-Champs sont également maintenus, et la taxe du foncier non bâti 25,79 et 31,27 Avranches-Saint-Martin n'évolue pas. On a des recettes fiscales qui sont stables. Il n'empêche tout de même une légère baisse qui, je vous l'ai dit, est due à la baisse de l'attribution compensatoire de la communauté d'agglomération. Ceci est lié au transfert du service jeunesse et du transfert de la compétence eau pluviale. Vous savez que depuis le 1er janvier de l'année 2020, la compétence service jeunesse a été transférée de la commune vers la communauté d'agglomération. Et à ce titre-là,
la ville d'Avranches n'aura plus la dépense du service jeunesse, évidemment, mais ce sera compensé dans le cadre de la collecte par une diminution de l'attribution compensatoire que nous verse la communauté d'agglomération. Dotation de l'État, également stabilité en 2020 par rapport à 2019. Les montants qui vous sont communiqués sur l'année 2020 sont des estimations. On connaîtra précisément le montant de ces dotations prochainement, probablement dans le courant du mois de mars, enfin je l'espère, juste avant le vote du budget. Alors ces chiffres de la colonne 2020 sont des chiffres, je le répète, approximatifs. Ils ont été vus légèrement pessimistes de manière à ne pas avoir de mauvaises surprises dans le cadre de l'élaboration du budget. Mais on peut penser qu'il y aura un maintien quasi parfait par rapport à l'année 2019. On note quand même une augmentation importante, que ce soit 2019 ou 2020, par rapport aux chiffres de l'année 2018. Donc ceci est dû, on l'a déjà dit, mais c'est bon de le répéter, dû à la fusion entre les deux communes et la création de la commune nouvelle, puisqu'on peut constater que près une augmentation du produit des dotations versées par l'État de l'ordre de près de 30%. Donc merci à la commune nouvelle. Recettes de fonctionnement. On a un total des recettes qui peut être évalué à 14 935 675 euros. Donc vous avez le détail de cet estimatif de recettes de fonctionnement pour l'exercice 2020. On a un excédent reporté de l'exercice 2019 qui peut être aujourd'hui évalué à 2 215 675 euros. On aura le chiffre précis à l'occasion du compte administratif. Sinon, ce sont des estimations, revenus exceptionnels qui pourraient être évalués à 100 000 euros, revenus du patrimoine 320 000. Les dotations et les compensations CFE et exonération de taxes, 4 650 000 euros. Impôts et taxes, on l'a vu tout à l'heure, 6 650 000 euros. Les produits d'exploitation, 950 000 euros. L'atténuation de charges, 50 000 euros. Donc au total, je le répète, 14 935 675 euros. Encore une fois, c'est une estimation. On a un diagramme sur la partie gauche. Les dotations s'élèvent à 36%, 60%, et les impôts et taxes 52-30%. L'année prochaine, en 2021, ces pourcentages auront évolué puisque impôts et taxes diminueront. Puisque la taxe d'habitation ne sera plus un dégrèvement, mais sera une exonération. Donc on aura un chiffre inférieur pour impôts et taxes qui seront compensés par des dotations de l'État. Donc le pourcentage de dotation, lui, augmentera d'autant. En conclusion, on a des recettes qui sont maintenues et qui sont confortées. Après les recettes, les dépenses. Les charges caractère général, ce qu'on appelle vulgairement le 0,11. Donc vous voyez qu'il y a une stabilité quasi parfaite, puisque entre le compte 2019 et ce qui est prévu, ce qui sera prévu dans le budget prévisionnel 2020, on a une augmentation de 1% qui correspond à l'inflation. En partie haute du tableau, on a une comparaison entre les charges à caractère général par habitant qui, pour la ville d'Avranches, peuvent être évaluées à 226 euros. La moyenne de la strate, Philippe l'a dit tout à l'heure, on est dans une strate entre 10 000 et 30 000 habitants. La moyenne nationale pour cette strate est de 276 euros, ce qui fait que la ville d'Avranches a un taux par habitant nettement inférieur à la strate. Même chose pour les dépenses de personnel. Là, on a une légère diminution, mais on l'a dit tout à l'heure, il faut tenir compte du transfert du personnel du service jeunesse. Donc on va avoir une diminution des dépenses de personnel. Il y a environ
non, c'est même pas environ, il y a 15 agents qui travaillent au service jeunesse qui vont être transférés, donc qui sont transférés, bah oui, puisque ça a pris effet le 1er janvier. 1er janvier 2020, de la ville vers la communauté d'agglomération. Là aussi, en partie haute, on a un comparatif entre les dépenses du personnel par habitant de la ville d'Avranches à hauteur de 606 € et la moyenne de la strate qui est à 697 €. Donc là aussi, on a un taux de dépense qui est nettement inférieur à la strate qui est la nôtre, je répète, entre 10 000 et 30 000. Un tableau des effectifs au 1er janvier 2020. Donc c'est un équivalent temps plein. On arrive à un total de 157 agents, mais encore une fois temps plein. L'ensemble du personnel peut être estimé à 185 agents, mais certains sont à temps partiel. Ce qui fait que si on raisonne à temps plein, il y a 157 agents Ville d'Avranches. Et là, on a un taux d'évolution entre 2018 et 2020 qui est quasiment stable, mais tout de même légèrement à la baisse. Donc ce tableau des effectifs tient compte du transfert de compétences du service jeunesse. Après les recettes, les dépenses de fonctionnement. Donc pour équilibrer le budget, on a un total qui est identique, 14 935 675 €. On va avoir un virement vers la section d'investissement de 3 570 000 € en forte hausse. Les amortissements peuvent être évalués à 357 000 €. Après, ce sont des chiffres estimatifs. Dépenses imprévues, 308 234. Charges exceptionnelles, 50 000 €. Atténuation de produits, 50 000 €. Frais financiers, 261 323 €. Les subventions et autres charges, 1 345 000 €. Les charges générales, 2 442 769 €. Et les frais de personnel, 6 551 349 €. Total, je le répète, 14 935 675 €. Si on fait abstraction du virement à la section d'investissement, on a des dépenses de fonctionnement qui peuvent être évaluées à 11 365 675 €. Tout à l'heure, on a vu des recettes nettes qui peuvent être évaluées à 12 720 000 €. Donc, on aurait un résultat estimé à 1 355 000 €. À l'identique de Philippe, j'attire votre attention sur un tableau qui est intéressant, c'est l'épargne de la commune nouvelle. L'épargne brute, c'est la capacité d'autofinancement. En 2018, on avait une épargne brute à 153 € par habitant, ça correspondait à 1 650 000. En 2018, je répète. En 2020, cette épargne brute peut être évaluée à 216 € par habitant, ce qui correspond à un montant de 2 200 000. Il y a une nette amélioration de l'épargne due à la commune nouvelle. Épargne nette, en 2018, on était à 45 € par habitant, ce qui représente 480 000 €. En 2020, on est à 95 € par habitant, c'est-à-dire un peu plus d'1 million d'euros en montant brut. Pour l'épargne nette, j'entends. Et on va le voir tout à l'heure, cette épargne nette relativement conséquente va nous permettre de proposer au prochain budget de ne pas réaliser d'emprunt. Donc on a des comptes qui sont tout à fait satisfaisants et qui sont même exceptionnels. Je n'ai pas le souvenir d'avoir eu des comptes à présenter de manière aussi positive. Après le fonctionnement, l'investissement, petit tableau des projets d'investissement, on va le voir en conclusion, mais ce tableau a un intérêt, c'est de faire état de la colonne de droite
cofinancement. La plupart des investissements qui sont prévus pour les années à venir sont cofinancés de manière importante. Ce qui est présenté donc dans ce tableau, ce sont les investissements qui ont été réalisés pour partie l'année dernière 2019 et qui vont être complétés cette année 2020 et l'année prochaine 2021. Le quartier Saint-Gervais bénéficie d'un cofinancement de l'ordre de 55%. Donc c'est principalement l'État qui assure le cofinancement. Des travaux vont être réalisés sur le scriptorial et le musée qui eux également sont largement cofinancés à hauteur de 42%. Ça provient de la région, ça provient de l'État. L'usine à gaz qui va faire l'objet d'une démolition par l'établissement public foncier de Normandie. Là, il y a un cofinancement de cette EPF à hauteur de 28%. La maison du partage, ça y est, les travaux sont terminés, a été financée à hauteur de 79,9%, on va dire 80%. De nombreux partenaires, le département, la caisse de location familiale ont participé. La place Carnot, qui a été inaugurée la semaine dernière, fait l'objet de cofinancement de la part de la région, et on va voir tout à l'heure une demande va être établie auprès de l'État. La pelouse du stade Fenouillère, les travaux ont été réalisés en 2019 et subventionnés à hauteur de moitié, 50% par la communauté d'agglomération. Les vestiaires du stade de Saint-Martin-des-Champs vont être réalisés cette année 2020 et aussi vont être subventionnés de manière importante aussi bien par l'État que par la Fédération française de football. L'intérêt de montrer ce tableau, c'est de noter, je le répète, des cofinancements qui sont remarquables et qui nous permettent d'avoir une situation financière intéressante. Fonds de compensation TVA, Philippe Collet l'a dit tout à l'heure, en 2019, du fait de la commune nouvelle, il nous a été remboursé le FCTVA de l'année 2017 et de l'année 2019. En 2020, cette année, il nous sera remboursé donc le fonds de compensation TVA pour l'année 2018 et pour l'année 2020. Il avait été prévu à l'origine qu'en 2019, le remboursement porte sur 3 exercices. En fait, en 2019, il y a simplement eu 2017 et 2019. Donc cette année 2020, on va récupérer à nouveau 2 années de remboursement, 2018-2020. Recettes d'investissement. Pour l'année 2020, les recettes d'investissement peuvent être évaluées à 7 950 982 €. On prévoit des cessions immobilières pour 50 000 €, des amortissements 357 000 €, des subventions, on l'a vu tout à l'heure, à hauteur de 425 000 €, le fonds de compensation TVA 800 000 €, des restes à réaliser sur l'année 2019 à hauteur d'1 282 534 €, l'affectation du résultat 2019 qui sera prévu ou noté dans le compte administratif 1 466 449 €, et un virement de la section de fonctionnement à hauteur de 3 570 000 €. La dette, également un tableau intéressant. En 2018, on avait une dette, alors il s'agit des chiffres au 31 décembre. Donc 31 décembre 2018, on avait une dette qui s'élevait à 11 30 903 €, ce qui représentait comme une nouvelle 1020 € par habitant. Et on va le voir tout à l'heure, une extinction en un peu plus de 6 ans. Pour l'année 2019, au 31 décembre, on a une dette qui s'élevait à 9 756 742 €, ce qui fait par habitant 903 €, et une extinction en 4 ans, ou un peu plus de 4 ans, on va le voir tout à l'heure. En 2020, si au budget primitif qui sera voté au mois d'avril, il est confirmé qu'il n'y a pas d'emprunt,
On aura une dette 31 décembre 2020 qui pourra être estimée à 8 450 742 €, ce qui fera une dette de moins 800 € par habitant, donc inférieure à 800 € par habitant, et qui pourra s'éteindre en moins de 4 ans. 800 € par habitant, je compare, petite fantaisie, par rapport à ce que Philippe a pu dire tout à l'heure à propos de la dette publique de l'État ou des collectivités de l'État, 38 000 € par habitant. 38 000 au niveau de l'État, 800 € par habitant au niveau de la ville. Donc, dépenses de la dette, désendettement, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, au vu du compte administratif 2018, l'extinction de la dette se fait en 6 ans,68, ce qui fait un petit peu plus de 6 ans et demi. Compte administratif 2019, qui n'est pas encore présenté, mais qui le sera, on a un remboursement de dette à 4 années,15. Et si il est confirmé aucun emprunt en 2020, on aura une dette remboursable en 3 années 62. Alors que la moyenne de la strate, entre 10 000 et 30 000 habitants, est de 4 années,2. Extinction de la dette, le profil d'extinction, donc en 2029, s'il y a, évidemment c'est théorique, si aucun emprunt nouveau n'est contracté, la dette sera éteinte en 2029. L'intérêt de ce tableau, c'est de noter la courbe de remboursement qui est parfaitement régulière. Donc on n'aura pas d'incident à quelque titre que ce soit dans le cadre du remboursement de la dette. Dépenses d'investissement 2020, on va le voir aussi tout à l'heure dans les projets. On a un total de dépenses qui est prévu à hauteur de 7 950 982 €. Le remboursement de l'emprunt pour l'année 2020 sera de 1 306 000. Les restes à réaliser 2019, 767 622 €. Un déficit d'investissement qui pourrait être comblé par le solde positif du budget de fonctionnement à hauteur de 1 981 351 € et des nouvelles opérations à hauteur de 3 896 000. Ce qui nous fait un besoin de financement de 3 570 000. Donc ce financement est assuré par le fonds de roulement. Je rappelle que l'épargne dette sera en 2020 supérieure à 1 million d'euros. Juste à titre de comparaison, le compte administratif de l'année 2013, on avait un investissement qui s'élevait à 1 350 000 en réalisé. Alors je vais faire la même chose que Philippe. Je vais faire de l'autosatisfaction. Si personne ne le fait, ce ne sera pas fait. Donc je m'autorise à mettre en valeur ce qui a pu être réalisé depuis les 6 ans. En 6 ans, les taux d'imposition ont été maintenus à leur niveau. Aucune augmentation des taux d'imposition. Grâce à la fusion, on a retrouvé le montant des dotations de l'État qu'on connaissait avant la baisse des gouvernements Hollande. Donc merci à la fusion. Les dépenses à caractère général ont été maintenues au même niveau, ce qu'on appelle le 0,11, de même que les dépenses de personnel. Quoi qu'on en dise, il y a un maintien des dépenses de personnel. En moyenne, le résultat net en fin d'exercice s'élève à approximativement 2 millions d'euros en moyenne sur l'ensemble des années, alors qu'il était inférieur à 1 million d'euros avant 2014. 2 millions d'euros en moyenne à cette époque, c'est le double de ce qu'on pouvait connaître en 2014. On a une capacité d'autofinancement qui est très favorable. L'épargne nette va nous permettre de ne pas proposer d'emprunter au prochain budget.
On a une épargne nette qui peut être évaluée à 1 million d'euros. La dette a baissé. Elle est aujourd'hui de l'ordre de 920 euros par habitant et elle pourra être inférieure à 800 euros à la fin de l'année 2020. Tous ces bons résultats sont dus, principalement à une organisation rigoureuse du parcours des dépenses. J'ai eu l'occasion de m'exprimer l'autre jour à ce titre-là. Il m'a été dit, on n'a rien compris à tout ce que tu as pu dire. Moi, je félicite les services des finances qui ont réussi à mettre en place un dispositif du parcours des dépenses qui nous permet de réaliser une gestion tout à fait rigoureuse. Deuxième facteur pour les bons résultats, on l'a vu tout à l'heure à propos des cofinancements. La difficulté est d'aller chercher l'argent auprès des subventions. Difficulté, c'est de remplir les dossiers de demande de subvention. Et là, le fait d'avoir des personnes qualifiées au sein des services, qualifiées et en mesure de remplir des dossiers de demande de subvention, on en voit le profit en matière d'investissement. On a donc une situation financière qui est parfaitement saine. L'équipe municipale laisse la ville en bonne santé financière. Quels que soient les successeurs, je ne doute pas une seconde de l'équipe qui va l'emporter, mais quels que soient les successeurs, la ville pourra engager un nouveau mandat sous les meilleurs auspices. Et donc, je l'ai dit, mais je peux le répéter, je remercie l'ensemble des services des finances, et tout particulièrement Ludovic Lemay, notre DGS, et Simon Jouot, le directeur des services des finances. Merci à eux. Merci beaucoup Hervé, merci aussi Philippe pour vos présentations. Très complètes. Oui. Il reste un petit truc. Il reste un point en effet. Comme tu veux Hervé. Je l'ai. Vas-y Philippe. Allez. Alors, on parle du lotissement de Saint-Martin, il s'agit du lotissement Les Grives-les-Mésanges. La situation géographique, c'est le lotissement qui se situe en face du stade de Saint-Martin. C'est relativement simple, il y a un budget de fonctionnement, il y a un budget d'investissement et un total. Le budget de fonctionnement, il y a des dépenses qui s'élèvent à 629 275,20. On équilibre avec les recettes, même montant. Le détail vous est indiqué. Donc voilà. L'investissement, on est à 1 499 275,20. Opération d'ordre de transfert entre cessions, 629 275,20. Emprunt et dette assimilée, 870. En ce qui concerne les recettes, on est à solde d'exécution de la section d'investissement reporté, 499 444,80. Opération d'ordre de transfert entre cessions, 999 830,40. Ce qui nous donne un total de dépenses qui se chiffre à 2 128 550,40. Idem pour les recettes. Il reste difficile de clôturer ce budget-là, puisqu'il reste un terrain à vendre et il y a encore des travaux de remise en état à venir. Donc voilà pour le budget annexe des Grives et des Mésanges, sur Saint-Martin-des-Champs. Merci de ce complément concernant ce budget annexe. Bien, donc je vais prendre la parole pour clore cette présentation du débat d'orientation budgétaire et pour évoquer les projets de l'année 2020. Donc des projets qui vont se décliner en plusieurs chapitres: vivre ensemble, patrimoine au pluriel, qualité de vie des services, et en faisant la distinction entre ce qui relève de projets avranchinais et Saint-Martinais. Donc vous avez un tableau qui récapitule l'ensemble. Alors, je vais peut-être attendre qu'il apparaisse sur l'écran, le temps que Simon fasse sa distribution. Ou alors si... Oui. Donc ce qu'il faut retenir, ça me permet de prolonger ce qu'a dit
Hervé Lenné, mais ce qu'a dit aussi Philippe Collet, c'est qu'aujourd'hui, en matière d'investissement, nos collectivités, quelles qu'elles soient, communes, communautés de communes, se doivent d'aller chercher des cofinancements. Alors, pour aller chercher ces cofinancements, deux conditions, bien évidemment, c'est de savoir répondre aux appels à projets ou aux politiques contractuelles qui sont initiées par la région ou par les départements. Et cela signifie bien évidemment qu'il faut avoir en interne des intelligences qui sont là pour épauler les commandes politiques. Et là, je rejoins ce qui a été dit concernant nos services. Nous avons la chance d'avoir dans nos services de réelles compétences qui sont susceptibles d'instaurer ce dialogue avec les instances partenaires, y compris les services de l'État, bien évidemment. Et puis l'autre condition, c'est de pouvoir développer des projets qui sont en phase avec ces politiques départementales, régionales, ou alors avec les attentes des services de l'État. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut plus s'affranchir de ces dimensions partenariales, puisque si nous allions sur des directions ou dans des directions où le partenariat n'est pas possible, bien évidemment, les restes à charge seraient trop importants pour nos collectivités. Donc cette dimension partenariale est fondamentale. Et cela a bien été présenté dans les tableaux qui vous ont été proposés, et on voit bien que le taux de cofinancement est une donnée particulièrement importante. Donc vous avez un tableau qui propose les différents chapitres sur lesquels nous allons investir au cours de l'année, avec donc encore des études qui vont être réalisées, notamment concernant les quartiers de la Turfaudière, par exemple, avec 50 000 € qui vont être engagés pour une maîtrise d'œuvre pour de différents aménagements. Dans la catégorie patrimoine, donc là c'est un projet qui a été initié dans le cadre du contrat de territoire avec la région, mais aussi le département, et concernant les musées et le patrimoine, avec un cofinancement potentiel de 115 000 €. Aussi des travaux de voirie importants, avec des marchés à bon de commande qui devront être définis dans le cadre d'une programmation. J'y reviendrai dans quelques instants. Notre contribution aussi aux opérations d'amélioration de l'habitat. Un investissement important dans le quartier Saint-Gervais, notamment pour la rénovation complète de la place Saint-Anselme, ex-site Tabure, dans le quartier Saint-Gervais, avec des choses qui sont aussi liées à l'église, à la basilique Saint-Gervais. La place Carnot, donc en APCP, donc qui a déjà commencé et qui va se prolonger tout au long de l'année, avec 1 150 000 € de budgété pour l'exercice 2020. L'usine à gaz, on en a parlé, donc les travaux de démolition vont être réalisés cette année par le PFN. En termes d'accessibilité, donc on maintient une enveloppe de 150 000 € qui existe maintenant depuis plusieurs années et qui permet de réaliser différents travaux dans la ville, mais aussi au niveau des bâtiments municipaux. Et puis des investissements dans nos services qui ont sans cesse besoin d'être modernisés pour le bien des agents de la collectivité, mais aussi pour le bien des usagers. Et puis aussi dans le domaine pluvial, donc 200 000 € qui ont été prévus, on y reviendra. Pour Saint-Martin-des-Champs, donc principalement en 2020, deux dossiers, donc les maîtrises d'œuvre qui vont être désignés pour la rénovation de la salle des fêtes, donc qui constitue un gros chantier qui avait été porté par la commune de Saint-Martin-des-Champs, mais aussi pour la rénovation des vestiaires du stade de Saint-Martin. Donc voilà les grandes lignes du tableau que nous vous proposons. Donc sur le musée patrimoine, donc le détail, 440 000 €, 92 000 € de recettes, un reste à charge de 348 000 €, le tout dans le cadre du contrat de territoire, mais aussi du contrat de ruralité, sachant que tout ça a été notifié. Sur les travaux de voirie, donc nous prévoyons 170 000 € de dépenses. Donc ce sont des travaux qui sont prévus dans le cadre de l'étude Géoptis sur la qualité de la voirie d'Avranches, donc une étude qui nous a permis de classer l'ensemble de la voirie communale selon des critères objectifs, et ce qui nous permet aujourd'hui de programmer, de planifier la rénovation de notre voirie, avec des conclusions qui étaient intéressantes et qui révélaient que 75% des voiries de la commune étaient en bon état, mais qu'il nous fallait agir bien évidemment sur les 25% restants, où là nous avons des travaux importants à faire. Sur Saint-Martin-des-Champs, donc j'en ai dit deux mots, des dépenses à hauteur de 450 000 €, avec 100 000 € de recettes attendues pour donc ces travaux
à prévoir de rénovation de vestiaires, construction de vestiaires, travaux de voirie et aussi études ou acquisition d'un nouveau cimetière, en tout cas de terrain qui permettrait d'avoir un cimetière à l'échelle de la commune nouvelle, sachant que nos cimetières communaux historiques posent des problèmes d'espace et en tout cas de réponse aux besoins malheureusement des familles qui veulent acquérir des concessions. Pour la place Carnot, donc je l'ai dit, 1 115 000 euros d'inscrits au budget, enfin en tout cas dans ce cadre de ce débat d'orientation budgétaire et qui pourrait être voté lors de notre prochain budget, avec 170 500 euros de la région qui ont été notifiés, 102 000 euros qui ont été notifiés en DETR en 2019, et puis 60 000 euros en DESIL et DETR pour 2020 qui vont être sollicités. Pour l'usine à gaz, donc démolition prévue en décembre 2020. Donc ça, c'est le calendrier qui nous est donné par l'EPFN. Donc dépollution du site et ensuite démolition des bâtiments, avec donc un projet qui a été pensé en partenariat avec l'EPFN à travers une étude dont nous avions pu révéler le contenu. Donc le prochain conseil municipal aura à se prononcer sur l'avenir de cette parcelle. En accessibilité, donc quelques éléments graphiques qui vous sont donnés. Donc il s'agit bien de faciliter l'accès à la ville pour tous, à la fois dans ses espaces extérieurs, mais aussi dans les espaces intérieurs, les bâtiments publics dont nous avons la charge. Pour le quartier Saint-Gervais, donc là, il s'agit de rénovation des espaces publics principalement, avec des subventions dans le cadre du contrat de territoire et dans le contrat de ruralité. Donc des subventions qui ont été notifiées, donc pour en gros 40% du montant global, soit 265 000 euros de reste à charge. Donc des opérations qui pourront commencer dès cette année, puisque le cabinet qui est chargé de cette rénovation du quartier Saint-Gervais est déjà au travail, puisqu'il a été notifié à la fin de l'année dernière. Je parlais aussi de rénovation des bâtiments qui sont utilisés par nos services, notamment au centre technique municipal, avec 80 000 euros de travaux qui vont être réalisés, principalement en régie, et qui permettront d'améliorer le quotidien des équipes qui œuvrent au sein de ce centre technique municipal. Vous avez ensuite des propositions qui sont faites concernant la vie des services, avec différentes sommes qui sont indiquées pour les travaux qui ont déjà été évoqués. Donc concernant les bâtiments communaux, les investissements en informatique, la rénovation du centre technique municipal, je viens de le dire, les travaux dans les écoles, les véhicules, puisqu'il est utile de rénover au fil du temps notre parc automobile, qui, je le rappelle, avait été déjà bien mis à niveau au cours des mois et des années précédentes. Sur les équipements sportifs, donc on prévoit aussi une enveloppe de 40 000 euros. Sur les actions éducatives, 30 000 euros. Sur le matériel, notamment tout ce qui est broyeur et autres petits matériels, 30 000 euros. Pour le relamping, donc le relamping, bien évidemment, c'est tout simplement le changement de système d'éclairage public. Travaux divers, travaux salle de Saint-Martin, pour l'ossuaire. Voilà, donc on prévoit des enveloppes qui sont en fait le reflet des besoins qui ont été émis par les services eux-mêmes, bien entendu. Sur la base d'estimations concrètes, ce ne sont pas des choses qui sont estimées comme ça à l'aveugle, mais qui s'appuient sur l'expertise des services. Donc pour conclure cette présentation du débat d'orientation budgétaire, ce qu'il faut retenir, c'est à partir de là que nous allons pouvoir débattre précisément, c'est que nous sommes bien sur un maintien des taux de fiscalité, ceux de 2019. Nous sommes bien sur une application du mécanisme gouvernemental de dégrèvement de la taxe d'habitation pour 95% des foyers fiscaux de la commune nouvelle, avec une exonération de taxe d'habitation pour 100% des foyers en 2023. Donc ça, c'est quelque chose que nous devons avoir en tête et anticiper. Nous sommes bien sur la même ligne qui consiste à maîtriser les dépenses de fonctionnement. Alors, il ne s'agit pas de couper les vivres-services, bien au contraire, mais d'optimiser la consommation des crédits par différents outils de gestion, service par service, en offrant une vraie visibilité à la fois aux services dans leur consommation des crédits, mais aussi aux services financiers. Et puis surtout, c'est le maître mot, ça a été notre cheval de bataille pendant tout ce mandat. Il s'agit de maintenir un taux d'investissement d'un très bon niveau, en tout cas, qui est du niveau d'une ville de notre strate, voire légèrement au-dessus.
sachant que l'investissement, lorsqu'il est bon, signifie que nous nous préoccupons de l'avenir et que nous sommes vraiment en mesure d'entretenir notre patrimoine, voire de le développer. Et puis, nous sommes bien sur une volonté d'équilibre budgétaire, avec en fonctionnement 14,8 millions d'euros et en investissement 7,9 millions d'euros. C'est vraiment ce ratio que nous souhaitons maintenir. En conclusion toujours, donc je vous donne les ratios de synthèse qui finalement reprennent les chiffres qui ont été donnés par Philippe et Hervé. Donc vous avez les résultats pour notre commune nouvelle et puis la moyenne de la strate qui est donnée pour l'année 2018. Donc sur le 0,11, donc les charges, les dépenses de fonctionnement, donc nous sommes à 226 euros par habitant, alors que la strate donne plutôt 276 euros. Pour la masse salariale, donc le 0,12, nous sommes à 606 euros par habitant contre 697 euros pour la strate à laquelle nous appartenons. Pour les dépenses par habitant, donc nous sommes à 1018 euros contre 1176. Pour les recettes fiscales, donc nous sommes à 610 euros contre 846. Pour les recettes par habitant, donc nous sommes à 1381 contre 1303. Dettes par habitant, donc nous sommes largement aujourd'hui en dessous des chiffres de la strate. Et puis pour ce qui concerne la trésorerie en jour de dépenses, donc là aussi des chiffres qui sont très bons puisque nous sommes à 49 contre 71. Et puis pour l'épargne brute par habitant, donc ça a déjà été dit, nous sommes à 216 euros contre 189 euros. Et quant aux dettes sur recettes de fonctionnement, voilà, on est exactement dans les moyennes de la strate. Donc pour conclure tout à fait, et avant de vous céder la parole, ce que je tiens à dire, c'est qu'en effet, ce mandat, avec les baisses drastiques de dotation, s'annonçait compliqué, budgétairement parlant, ce qui nous a obligés à avoir très tôt l'obligation de mettre en place des outils de gestion millimétrés, que ce soit en termes de ressources humaines ou en termes de consommation de crédit. Et puis, la bonne surprise, finalement, même si nous le savions déjà auparavant, c'est que la commune nouvelle nous a permis de consolider ces orientations budgétaires qui étaient les nôtres dès le début du mandat, et surtout d'offrir pour Avranches, pour la commune d'Avranches, la commune nouvelle Avranches-Saint-Martin, j'ai envie de dire des garanties budgétaires très satisfaisantes dès 2020 et pour les années futures. Voilà, nous en avons fini pour cette présentation. À présent, la parole vous est donnée pour commenter ce débat d'orientation budgétaire. Qui souhaite prendre la parole ? Monsieur Morazin. Merci de me donner la parole. Alors effectivement, je vois que vous présentez ce bilan comme étant exceptionnel. Je rappellerai simplement des faits réels. Nous sommes aujourd'hui 10 800 habitants. Nous avons malheureusement à peu près 300 décès par an, qui est dû au vieillissement de la population. Et nous avons actuellement effectivement une stabilité des personnes vivant sur la commune d'Avranches-Saint-Martin-des-Champs, mais ceci ne tient effectivement qu'au fait de la fusion de deux communes. Si nous n'élargissons pas, si nous n'arrivons pas à élargir cette situation, la situation financière que vous qualifiez de brillante risque rapidement de se dégrader. Vous parlez de 38 000 euros d'endettement de l'État par habitant en France. Vous rappelez et vous ramenez cela à la dette par habitant que vous calculez à peu près à 920 euros par habitant. Je vous rappelle, au passage, pas pour refroidir la situation, mais pour rappeler la situation, la ville la mieux gérée de France, qui est Versailles, 80 000 habitants, dette par habitant, 450 euros. Donc on a encore de la marge. Permettez-moi de vous le dire. Concernant le personnel, vous annoncez 6 500 000 euros. Très bien. Sauf que vous oubliez de préciser que vous transférez 12 à 15 personnes pour un ratio de 300 000 euros, ce qui fait en réalité 6 800 ou 900 000 euros. Vous allez me dire, bien sûr, ils sont transférés, mais vous avez prévu dans vos prévisions de rembaucher à peu près pour 200 000 euros. Donc effectivement, nous resterons bien environ à 6,8 millions d'euros de dépenses de personnel. Où est-ce que vous avez vu ça ? Laissez-moi parler. La commission des finances.
Commission des finances, commission du personnel, oui, je suis sur les dépenses de personnel qui a eu lieu. Effectivement, c'est les sommes qui ont été annoncées. Dans les documents, il suffirait de regarder, au même titre que vous avez accordé dans le cadre d'un correctif qui vous a été demandé par la Cour régionale des comptes concernant la journée du maire qui n'était pas statutairement légale et à laquelle vous avez dû corriger le tir, et vous avez décidé, en l'occurrence, d'accorder et de négocier une prime de 50 000 € de compensation au personnel. Donc effectivement, question gestion, c'est bien géré. Alors, je vais revenir et je continue sur la dette de la ville d'Avranches. Et ça, effectivement, Avranches-Saint-Martin-des-Champs, parce que nos pauvres amis de Saint-Martin-des-Champs. 9 700 000 €. 9 millions... Stop, je peux continuer? Faut avoir la politesse de me laisser parler? 9 700 000 €. 9 700 000 €. 9 700 000 €. 9 700 000 € auxquels il faudra rajouter, bien sûr, une partie des 3,4 millions dont vous n'aurez pas le financement, mais où vous devrez trouver le financement, soit par l'impôt ou soit par l'endettement. Donc effectivement, lorsque vous nous annoncez que vous allez épurer la dette en 4 années, alors que votre possibilité de désendettement jusqu'à présent a été de l'ordre d'1 200 000 € la meilleure année, et pour cause, vous avez obtenu une subvention exceptionnelle de l'État de 600 000 €, puis un reliquat, je crois, d'environ 300 000, ce qui fait près d'1 million d'euros. Et comme disait Monsieur Lenné, c'est d'un seul coup. Un seul. Effectivement, vous ne récupérerez pas cette somme systématiquement. Alors effectivement, la présentation que vous faites, moi je l'entends, mais elle m'inquiète sur l'avenir. Rien ne garantit aujourd'hui, en dehors de la lecture que vous en avez fait, que la situation sera aussi mirobolante. Certes, l'État s'est engagé pour les 3 années à venir de maintenir effectivement les sommes sur lesquelles elle s'est engagée de compensation, mais l'avenir ne sera peut-être pas aussi brillant. Je rappelle et je redis que nous sommes 10 800 habitants, que la situation n'est pas aussi extraordinaire que cela. Si nous n'arrivons pas à pouvoir épurer plus réellement la situation, et si nos collègues des communes environnantes, qui sont très réticents jusqu'à présent à nous rejoindre, ne nous rejoignent pas, là il y aura effectivement une vraie situation d'inquiétude. Et moi je ne remets pas en cause les chiffres qui me sont présentés, je remets en cause les objectifs, la façon de faire, la façon de travailler, qui me semble être encore une fois chez vous une manière de faire, à savoir de croire que tout est brillant et que tout brille. Effectivement, vous êtes des grands spécialistes de la dorure à leur fin, mais ce soir, moi, ça ne me fait pas du tout rire ce qui se passe. Je vous remercie de votre écoute. Alors, il y a Émilie Capel qui veut prendre la parole et ensuite Philippe Collet. Alors, sur la commission du personnel, en effet, vous y étiez, moi aussi. Donc on vous a fait la présentation et d'ailleurs je remercie Marion de son travail pointilleux, une présentation qui était quand même assez claire. Le budget était le même que ce qu'on vient de présenter là ce soir, et vous vous êtes amusé à additionner d'autres chiffres à ces chiffres. C'était un global, ce montant, et quand vous parlez des 50 000 € de primes, soi-disant, c'est 50 000 €. C'est une réflexion, et vous le savez très bien, Monsieur Morazin, c'est une réflexion où il y a que l'on a autour des tickets restaurants ou autres éléments, aide à la mutuelle pour le personnel ou autres encore éléments, on ne sait pas encore, c'est pas décidé, mais c'est bien compris dans ce budget global. Et il y a aussi une marge de 70 000 € qui est restée non définie encore, puisqu'il y a des départs en retraite, et donc voilà. Donc vous avez additionné ces chiffres plutôt que de les comprendre dans le montant global. Merci. Alors, il y a Philippe Collet et Annie Parent ensuite. Je voudrais dire quelque chose. Tu compares la ville d'Avranches à Versailles. Avranches, 10 800 habitants. Versailles, à peu près 86 000.
Tout à l'heure, on s'est voué à une démonstration de rapprocher les ratios d'Avranches, qui sont encore ceux d'une commune vertueuse, à une strate de 10 000 à 30 000. C'est une comparaison, je suis désolé de le dire, je le dis sans aucune méchanceté, qui est parcevable. C'est parcevable de comparer une ville comme Avranches à Versailles. Ça n'a pas lieu d'être. Ça n'a pas lieu d'être. Je ne comprends pas cette comparaison. Voilà, merci. Je vais juste reprendre différentes choses que vous avez pu dire. Donc, d'une part, la commission des finances à laquelle vous faites allusion, vous n'étiez pas là. Je parle de la dernière commission des finances sur lesquelles on a... C'est toujours la faute des autres, c'est ça qui est formidable. Donc sur le bilan, enfin en tout cas sur le contre-bilan que vous faites, je vois surtout beaucoup d'incompréhension du sujet. En effet, comme l'a dit Philippe Collet, il faut comparer ce qui est comparable. Je pense que personne n'est dupe sur ce que vous dites concernant l'endettement de Versailles, qui est en effet à peu près 400 € par habitant. Enfin, si vous osez comparer Versailles à Avranches, c'est que décidément, vous avez du mal à voir ce que sont nos collectivités aujourd'hui. Vous connaissez très bien les recettes fiscales d'une commune comme Versailles. Les recettes fiscales d'une commune comme Versailles sont très différentes de celles d'une ville comme Avranches, parce que la composante sociologique est quand même radicalement différente. Donc, essayons de comparer ce qui est comparable. Comparer, par exemple, avec la situation de la ville de Granville, celle de Saint-Lô. Vous verrez, nous sommes dans des strates à peu près comparables. Et là, en effet, vous pourrez constater que le ratio de désendettement pour la ville d'Avranches, qui est aujourd'hui à 3,6 années, est un très bon ratio de désendettement. Ça, c'est la réalité, ce sont les chiffres qui parlent. Sur la dette par habitant, qui, si nous n'empruntons pas en 2020, et qui va tomber à 820 € par habitant à la fin de l'exercice, là c'est pareil, ça devient des chiffres extrêmement intéressants. Vous avez parlé tout à l'heure de pauvres Saint-Martinais. Pauvres Saint-Martinais. Alors déjà, ça dénote une certaine forme de mépris, moi, qui me gêne, tout simplement. Alors, je ne sais pas si le mépris, d'ailleurs, nous est plutôt destiné ou aux Saint-Martinais, enfin, chacun jugera. Je rappelle que la dette par habitant du côté de Saint-Martin-des-Champs, mais c'est comme ça, je ne porte pas de jugement, était largement plus importante que celle de la commune d'Avranches. Avranches était à 960 € par habitant et Saint-Martin était quasiment à 1400. Donc ça signifie que la commune nouvelle a permis un lissage très intéressant, puisque aujourd'hui on est à 920 € par habitant. C'est-à-dire que Saint-Martin-des-Champs a vu sa dette par habitant descendre de 1400 à 920 € par habitant, et la commune d'Avranches, malgré un taux d'endettement plus important de côté de Saint-Martin, a pu aussi baisser sa dette par habitant pour la faire tomber à 920 €. Donc, ce sont des chiffres qui sont positifs. Prenons-les collectivement comme tels. Enfin, je ne souhaite pas qu'on rentre dans un débat ce soir. Comme je l'ai dit en introduction, c'est le bilan de ce mandat. C'est notre bilan, Monsieur Morazin. C'est le vôtre aussi, d'une certaine manière, puisque vous avez participé, je pense, de manière assez assidue aux commissions des finances. Donc, finalement, ce résultat, c'est aussi un peu le vôtre en tant qu'élu municipal ayant validé certains choix dans cette commission des finances. Réjouissons-nous que les finances de la commune nouvelle d'Avranches-Saint-Martin soient bonnes. Je crois que c'est un peu le message que je souhaite faire passer ce soir. Quoi qu'il en soit, l'équipe municipale qui sera aux manettes à partir du mois prochain pourra se réjouir d'avoir une commune avec des finances saines. Voilà, je pense que c'est le seul message finalement qu'on doit faire passer. Réjouissons-nous de ce fait. Qui veut prendre la parole ? Monsieur Morazin. Je reprends la parole. Effectivement, je maintiens ce que j'ai dit tout à l'heure. Document à l'appui. Vous avez prévu pour recrutement 229 000 €. Vous avez 4 départs en retraite, si je me rappelle bien, 75 000 €. Et vous avez une option, comme vous dites si bien, de 50 000 €. Donc, je maintiens qu'il y a bien encore 200 000 € de prévus au niveau du personnel. 6,5 millions plus 200 000, nous serons quand même bien plus près des 6 800 000 €. Je maintiens ce que je dis. Alors, ce sont des remplacements, monsieur Morazin. Concernant le budget de la ville d'Avranches, vous m'excuserez, c'est pas mon budget. Et si vous étiez si fier de ce budget, vous ne seriez pas aussi dans le doute ce soir. Parce qu'à mon avis, vous êtes Je ne suis pas dans le doute du tout. Je considère que vous y êtes un peu quand même.
Et nous aurons le plaisir, si les résidents de Saint-Martin-des-Champs et d'Avranches nous font confiance, nous ferons comme vous, nous demanderons à la Cour régionale des comptes de faire une estimation plus précise de la situation, ce qui me semblerait tout à fait normal. Bon, ceci dit, je maintiens et je vous redis, Monsieur le maire, que ce soir, la grande problématique que vous avez l'air d'oublier, ne pas vouloir entendre, la grande problématique, c'est que nous ne sommes que 10 800 habitants et que les arrangements que l'État a accordés pour améliorer la situation, partiellement, ne durera que le temps qu'elle durera et que rapidement nous nous retrouverons, si la situation avec nos collègues des communes environnantes ne s'arrange pas au niveau de leur position, nous aurons des difficultés. Et je crois que ça, il faut que vous en soyez également conscients. Et c'est ce qui m'inquiète le plus en réalité. C'est ça qui m'inquiète le plus. Je vous remercie de votre écoute. Merci. Je laisse la parole à Jacques Lucas qui voulait prendre la parole et ensuite à Monsieur Huette. Oui, bon, M. Morazin, je suis ravi de voir que vous vous intéressez à l'extension de notre commune nouvelle, vous qui étiez contre la création de la commune nouvelle de Saint-Martin-Avranches. Monsieur Morazin, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, ça sera très bref, vous allez voir. Si vous n'avez pas de mémoire, Monsieur Morazin, si vous n'avez pas de mémoire, reprenez les conseils, enfin le conseil municipal est filmé, enregistré. Alors je reprends vos propos que vous avez prononcés. Alors si vous ne vous rappelez plus, je vais vous rappeler la date, vous pourrez rentrer ce soir et regarder. Un certain 8 juillet, à la question numéro 36, je peux même vous arranger pour que ça aille plus vite, vous perdrez moins de temps. Vous allez, question 36, à la 9e minute, à la 43e seconde, vous prononcez exactement le fait que vous dites clairement que vous étiez contre la commune nouvelle. Alors je m'excuse, mais c'était, écoutez, mais regardez le film. C'est tout. Non? Alors, ceci étant, moi je suis content qu'effectivement vous soyez de nouveau pour une commune nouvelle et l'agrandissement. C'est ce que nous avons commencé à faire. J'en suis d'accord. C'est évident que notre souhait, et si on est parti seul, comme vous dites, c'est bien en espérant que ça déclenche une envie chez les autres collègues. Je pense que, effectivement, le message à discuter avec les collègues voisins, le message change. Je pense qu'un certain nombre de communes environnantes comprennent que ce sera ensemble que nous y arriverons et non pas chacun dans son coin. Donc, effectivement, je suis assez optimiste. Ça demandera du temps, mais c'est normal puisque chacun décide. On nous a assez reproché de l'avoir fait. Je pense que néanmoins, c'est un bon signal donné puisque les résultats sont là. Alors, Monsieur Huette, vous vouliez prendre la parole. Oui, merci. Je ne pensais pas devoir le faire, mais je vais commencer par répondre à Monsieur Lucas et à la contre-vérité absolue qu'il vient de nous donner. Nous n'avons jamais été contre la fusion entre Avranches et Saint-Martin-des-Champs. Nous avons dit publiquement, je l'ai écrit dans la presse, donc les articles peuvent être retrouvés, on a toujours eu la thèse suivante, la position suivante. De façon globale, nous avons été et nous avons dit que nous étions plutôt favorables à la fusion des communes. Pourquoi ? D'une part, parce qu'on a maintenant de grandes régions, et d'autre part, parce que l'on a maintenant de grandes communautés de communes ou de grandes communautés d'agglomération. Et que face à ces grands ensembles, il apparaît souvent utile, pas toujours, mais souvent utile, que des communes se regroupent pour faire entendre leur voix. Ça, c'est la toile de fond générale. En ce qui concerne la fusion entre Avranches et Saint-Martin-des-Champs, nous avions dit qu'elle présentait un certain nombre d'avantages, également, bien entendu, parce que rien n'est parfait dans la vie, un certain nombre d'inconvénients, mais qu'il nous semblait que les avantages l'emportaient sur les inconvénients. Ce que nous avons dénoncé, c'est la manière dont la fusion a été faite sans aucune concertation avec les populations. Et nous aurions souhaité, nous, qu'il y ait une consultation qui soit organisée. On vous l'a demandé à plusieurs reprises, vous ne l'avez pas voulu, et puisque M. Lucas cite des phrases qui auraient, selon lui, été prononcées par un tel ou par un tel, moi j'ai vu dans la presse, il n'y a encore pas si longtemps, une phrase de M. Lucas dire « On n'a pas voulu faire de consultation parce qu'on a vu comment ça s'est passé à Saint-James ». Voilà, donc on refuse la consultation au cas où la consultation ne donnerait pas le résultat que l'on souhaite. C'est une
drôle de conception de la démocratie. Alors, je viens maintenant à ce dont je voulais parler, c'est-à-dire le débat d'orientation budgétaire. C'est toujours un exercice très intéressant, ce débat d'orientation budgétaire, parce qu'il nous permet de prendre un peu de recul, de voir ce qui se passe au niveau national, même au niveau international, et de resituer le budget de notre collectivité, ce qui est parfaitement normal, parfaitement légitime, et Philippe Collet l'a bien fait tout à l'heure, dans un contexte plus général, plus global. Et le contexte, il est difficile. Il est difficile pour tout le monde. C'est un contexte qui est difficile notamment parce que on a dans notre pays, chacun le sait, et ça a été rappelé tout à l'heure, une augmentation constante de la dette publique qui équivaut aujourd'hui à 100% du produit intérieur brut, c'est-à-dire à peu près 2 000 milliards d'euros. C'est une somme, évidemment, qui est considérable. Et la responsabilité majeure de cette dette, ce ne sont pas les collectivités locales, ou ce n'est pas les collectivités locales, c'est l'État. Les chiffres ont été rappelés tout à l'heure ici. Et je voudrais dire que depuis plusieurs années, la tentative de résorption, ou en tout cas de diminution de la dette publique, porte trop sur les collectivités locales et pas suffisamment sur l'État. Globalement, l'État est responsable à 80% de la dette publique et les collectivités locales à hauteur de 8-9%. Or, chiffre à l'appui, il suffit de regarder depuis 7 ou 8 ans, on fait porter l'effort demandé aux collectivités locales aux alentours de 15 à 20%, c'est-à-dire à peu près le double de la participation ou de la responsabilité des collectivités locales dans la dette publique. C'est une situation qu'il faut dénoncer parce que ce n'est pas une situation normale. Et quelles que soient les majorités municipales futures, il y aura bien entendu à prendre en compte cet élément-là. L'État demande un effort trop important aux collectivités locales en vue de la résorption ou en tout cas en vue de la diminution de la dette. Un autre sujet d'inquiétude que je crois l'on partage, c'est petit à petit l'érosion de l'autonomie financière des collectivités locales. Les collectivités locales n'ont une véritable autonomie financière que lorsqu'elles peuvent décider d'un certain nombre de choses, et notamment décider de l'impôt. La suppression de la taxe d'habitation est facialement, bien évidemment, une bonne nouvelle pour les ménages, mais derrière, qu'est-ce qui va se passer ? Et il ne faudrait pas que cette bonne nouvelle faciale se transforme petit à petit en une mauvaise nouvelle, ou en tout cas une mauvaise opération pour les mêmes ménages. Pourquoi ? La première raison, c'est qu'il y a fort à craindre que l'État ne garantisse pas aussi longtemps qu'il veut bien le dire, c'est-à-dire sur une durée aussi longue qu'il veut bien le dire aujourd'hui, la compensation qu'il fait de la suppression de la taxe d'habitation. Donc il nous faudra, dans la gestion des collectivités, dans les mois et dans les années qui viennent, être particulièrement attentifs et particulièrement prudents. La seconde raison, c'est que si l'État ne compensait pas dans la durée, dans le temps, la suppression de la taxe d'habitation, alors il faudra éviter, évidemment, en tout cas, moi j'ai toujours pris cet engagement-là et je le maintiendrai, il faudra éviter, bien entendu, que la suppression de la taxe d'habitation se traduise par une augmentation des autres impôts locaux. Et je pense notamment au foncier sur le bâti. Il est hors de question, en ce qui me concerne, que dans les semaines qui viennent ou dans les mois qui viennent, il y ait une sorte de vase communicant, suppression de la taxe d'habitation que l'on ferait payer aux ménages en augmentant le foncier bâti. Il faut véritablement prendre l'engagement, et en tout cas, moi je le prends, qu'il n'y aura pas d'augmentation de la taxe sur le foncier bâti, sinon on reprendrait d'une main on reprendrait de l'autre main ce que l'on a donné d'une main. Voilà pour le contexte général. J'en viens maintenant aux chiffres qui sont les nôtres, c'est-à-dire ceux de la commune nouvelle Avranches-Saint-Martin-les-Champs, la commune nouvelle d'Avranches. Faire des comparaisons entre les collectivités de la même strate est certes très intéressant.
je ne le nie pas. Par contre, ce qui est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus instructif, et je crois vraiment ce qui compte le plus en matière de finances publiques, ce sont les trajectoires. Et j'ai eu l'occasion de le dire. Or, la trajectoire de la commune d'Avranches, puis de la commune nouvelle d'Avranches, elle est la suivante. C'est, d'une part, une augmentation des dépenses de fonctionnement, notamment sur le chapitre des charges générales, le chapitre 11, mais également sur le chapitre 12, parce que le maintien facial du chapitre 12 n'est dû, M. Morazin l'a rappelé tout à l'heure, n'est dû qu'à un transfert de services de la commune vers la communauté d'agglomération. C'est comme ça que le chapitre 12, et uniquement comme ça que le chapitre 12 a pu être maintenu à son niveau. Premier élément, augmentation des dépenses de fonctionnement. Deuxième élément, diminution de l'excédent de fonctionnement. En 2014, l'excédent de fonctionnement était de près de 2,5 millions d'euros. Il est maintenant à peine plus de 2 millions d'euros. C'est-à-dire que l'excédent de fonctionnement a fondu en 6 ans de presque 500 000 euros. Donc ça signifie que vous considérez que les chiffres ont été donnés... Il a fondu de presque 500 000 euros. Enfin, troisième élément, c'est l'augmentation de l'endettement. Alors, je vois bien l'opération qui consiste à déguiser ou à maquiller les chiffres sur l'endettement uniquement. Je vois bien l'opération qui consiste à déguiser ou à maquiller les chiffres sur l'endettement. Je peux le répéter une troisième fois si on m'interrompt. Donc, je vois bien l'opération qui consiste à déguiser et à maquiller les chiffres sur l'endettement, puisque simplement il n'y a pas eu d'emprunt en 2019 pour les raisons qui ont été expliquées par M. Morazin, et il n'est pas prévu d'emprunt en 2020. Évidemment, présenté comme cela, c'est assez facile de dire on diminue l'endettement, sauf que on reporte l'endettement, on reporte l'emprunt sur les exercices qui vont venir après les élections. Voilà, c'est donc une façon que vous considérez comme habile, que moi je considère comme grossière au bon sens du terme, pas au sens péjoratif du terme, que je considère comme grossière, de maquiller et de déguiser la baisse, le niveau de l'endettement, parce qu'il n'y a pas de baisse de l'endettement. Donc, les caractéristiques du budget de notre commune depuis 6 ans, c'est augmentation des dépenses de fonctionnement, diminution de l'excédent de fonctionnement et hausse de l'endettement. Voilà la réalité des choses. Alors, les deux orateurs tout à l'heure qui ont présenté le budget ont utilisé à plusieurs reprises, c'est eux qui l'ont utilisé, le mot d'autosatisfaction. Effectivement, vous êtes dans l'autosatisfaction. Je ne comprends pas d'ailleurs qu'ils aient utilisé ce mot. Autosatisfaction, autopersuasion, je ne sais pas trop, mais en tout cas, vous enjolivez les choses à quelques semaines des élections municipales, alors que la réalité, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne parce qu'elle est marquée, je le redis, je le répète, par une augmentation des dépenses de fonctionnement, par une diminution logique de l'excédent de fonctionnement et par une hausse de l'endettement. Voilà la situation dans laquelle vous allez laisser la ville à la fin de votre mandat. Et je terminerai en disant, parce qu'après tout, ça nous concerne tous, qu'à la communauté d'agglomération, c'est encore bien pire. Et que la situation de la communauté d'agglomération, qui a connu une hausse considérable de ses dépenses de fonctionnement, qui sont passées de 47 millions d'euros à 60 millions d'euros en 3 ans, il suffit de lire les comptes administratifs, chacun peut le vérifier, eh bien, cette gestion-là, cette politique-là, a mis la communauté d'agglomération dans une situation financière qui est catastrophique. Alors, celle de la ville, je le dis en objectivité, n'est pas aussi catastrophique, mais elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne, et il va falloir, dans les semaines, les mois et les années qui viennent, redresser la situation. En tout cas, moi je le dis, et je m'y engage, ce ne sont pas les contribuables d'Avranches et de Saint-Martin-des-Champs qui paieront la note de votre mauvaise gestion. Ah, quel succès. Alors, je veux pas, on va pas refaire le débat d'orientation budgétaire puisque tous les chiffres ont été donnés et bien évidemment ils sont parfaitement vérifiables. Je m'adresse à chacun des conseillers municipaux qui sont là bien évidemment, mais aussi
à la salle qui est très attentive. Bien évidemment, les chiffres qui ont été donnés dans le document qui est donc public, ce débat d'orientation budgétaire, ont été établis par les services financiers de la ville selon des critères et des méthodes qui sont, on va dire, on ne peut plus sérieuses. Moi, ce qui me chagrine, Monsieur Huette, encore une fois, c'est que pendant tout le mandat, vous n'avez dû assister qu'à 2 commissions des finances. Au tout début du mandat. Bien. Donc c'est assez intéressant de voir qu'en fin de mandat, vous vous réveillez d'une certaine manière et vous venez donner des leçons à ce conseil municipal alors que vous avez brillé par votre absence, par votre désintérêt aussi d'une certaine manière. Et je pense que d'une certaine manière, vous êtes un peu vexé des résultats que l'on a aujourd'hui. Je dis pas que nous sommes plus doués que d'autres, que nous sommes plus brillants. Le terme a été utilisé par Monsieur Morazin tout à l'heure. On a juste fait notre travail d'élus municipaux en essayant de mettre toutes nos chances de côté, de façon à ce que les finances de la commune soient saines. On n'est pas des super élus, on est simplement des gens qui avons travaillé avec nos services de manière sérieuse. Et en effet, la commune nouvelle a été un levier, un moyen de garantir, sur du moyen et sans doute du long terme, des finances saines pour la commune d'Avranches-Saint-Martin. Voilà la réalité. Donc aujourd'hui que vous vous réveillez en disant ça va pas, vous avez travaillé n'importe comment, vous avez endetté là, non, je peux pas le tolérer. Surtout qu'au début du mandat, je me souviens, alors vous n'avez pas utilisé ce soir, vous parliez sans cesse de l'effet ciseau, donc avec baisse des recettes, augmentation des charges. Force est de constater que l'effet ciseau ne s'est pas produit et qu'au contraire, nos dépenses de fonctionnement ont baissé, que nos recettes ont augmenté. Et surtout que nous avons maintenu un taux d'investissement, ou nous avons augmenté notre taux d'investissement qui garantit, encore une fois, un avenir sain et positif à la collectivité. Donc voilà, ça fait 6 ans que vous faites peur, vous dispensez un discours alarmiste, catastrophique, et malheureusement, 6 ans après, eh bien, la catastrophe que vous aviez annoncée ne s'est pas produite. Et je pense même au contraire, pouvoir dire que à partir de 2020, et les années suivantes, nous continuerons à pouvoir porter une gestion vertueuse pour cette commune qui, très honnêtement, se porte bien et va continuer à bien se porter. Y a-t-il d'autres interventions? Alors, il y a 2 mains qui se lèvent, et même une 3e avec Madame Leroy. Je n'ai pas parlé ce soir de l'effet ciseau, mais c'est bien de le rappeler. Parce qu'effectivement, lorsque l'on a à la fois une stabilisation des recettes de fonctionnement et une hausse des dépenses de fonctionnement, on est effectivement dans l'effet ciseau. Et l'effet ciseau, on le retrouve dans la diminution constante depuis 2014 des excédents de fonctionnement. Voilà la réalité des choses. Je vous remercie d'avoir rappelé cette formule de l'effet ciseau qui parle bien, que chacun comprend. L'effet ciseau, qu'est-ce que c'est? C'est une stabilisation des recettes de fonctionnement et une hausse des dépenses de fonctionnement. On est effectivement en plein dans l'effet ciseau. Et on retrouve cet effet ciseau dans les chiffres qui ont été donnés tout à l'heure et qui, de temps en temps, étaient en quelque sorte présentés de façon différente, en faisant des comparaisons avec les strates pour un peu perdre tout le monde. Mais la réalité budgétaire de la commune d'Avranches, c'est qu'effectivement, on est dans l'effet ciseau. Clairement dans l'effet ciseau. Voilà. Et le bilan que l'on peut tirer de votre gestion, une fois passée l'autosatisfaction qui est la vôtre, c'est que c'est une gestion qui a été hasardeuse et qui nous met actuellement dans une situation financière difficile. Monsieur Huette, on ne peut pas vous laisser parler de gestion hasardeuse. En tout cas, moi, ce qui est totalement hasardeux, c'est votre propos ce soir qui s'appuie sur du vent, puisque vous n'avez jamais daigné regarder dans le détail les finances de la commune. Vraiment. Mais non. Madame Parent et ensuite Monsieur Morazin, Madame Leroy. Monsieur Huette, depuis 6 ans, vous ne manquez pas une occasion de nous attaquer, notamment sur notre gestion des finances. Personnellement, j'en ai assez. Notre bilan est bon et vous refusez de l'admettre. Depuis 6 ans, vous vous acharnez à laisser entendre que nous sommes incompétents et irresponsables. Les résultats sont là, la population appréciera. Depuis 6 ans, tous les jours, nous sommes présents, au contact des habitants.
Tous les jours, nous suivons les dossiers. Tous les jours, nous travaillons avec les services. Votre présence a été rappelée tout à l'heure, 2 commissions des finances en 6 ans. C'est vraiment peu. Je vais terminer. Cette action communale a demandé énormément de travail, de présence, d'abnégation, de sacrifices personnels et familiaux. Mais je n'ai aucun regret, tant j'ai l'impression que cette mise au service de la population et de la ville porte ses fruits. Alors oui, je suis fière de notre action et de notre bilan, et de ce qu'est Avranches-Saint-Martin aujourd'hui, et ça, vous ne me l'enlèverez pas. Monsieur Morazin. Je voudrais, puisque vous parlez avec insistance de la présence, je voudrais simplement, malgré que nous avons été très discrets jusqu'à présent, vous rappeler que certains membres de notre équipe ont véritablement eu des problèmes individuels, personnels et familiaux extrêmement graves qui ne leur ont pas permis de toujours être présents. Et nous avons dû faire une répartition des rôles pour pouvoir assumer une opposition efficace et réelle. Alors, je trouve que ce que vous dites ce soir, vous devriez mettre en nuance quand même, parce que là, franchement, c'est un peu abusé. Quant à monsieur Huet, il a assumé, il connaît ses dossiers. La preuve, c'est que ça vous dérange énormément. Je vous remercie. Merci. Madame Leroy. Oui, donc je voulais aller dans le sens de monsieur Morazin. Effectivement, on a pu peut-être avoir des absences par rapport aux commissions, mais nous faisions régulièrement des réunions de groupe pour tenir au courant chacun de ce qui se passait dans les commissions. Et je peux quand même aussi remarquer que parmi les élus de la majorité, il y en a beaucoup qui n'étaient pas présents non plus dans les commissions, même ceux qui ont quelquefois reçu des indemnités. Monsieur Huet. Et j'ajoute qu'il y a, les noms figurent encore autour de cette table, un certain nombre d'élus de la majorité que l'on ne voit plus depuis 2 ans et demi, 3 ans. Voilà, alors donc, charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est bien de dire vous n'avez pas été présent, mais au sein de votre majorité, il y a eu pour le moins des absences et des absences prolongées. Certains conseillers municipaux qui n'ont jamais démissionné, on ne les a pas vus en conseil municipal. On ne parle plus des commissions. On parle du conseil municipal, c'est-à-dire l'instance décisionnelle. On ne les a pas vus au conseil municipal depuis la moitié du mandat. La moitié du mandat. Et ça, vous n'en parlez évidemment pas. En effet, on n'en parle pas parce que bien souvent, comme le disait monsieur Morazin, il y a des accidents de la vie. Et bien évidemment, monsieur Huet, je pense, jusqu'à preuve du contraire, monsieur Huet, vous ne faites pas partie de cette catégorie-là. Voilà. Moi, je parlais de vous principalement, puisque vous êtes le donneur de leçons de la soirée. Bien. Oh non, je ne vous ai jamais donné de leçons. Allez, c'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres interventions concernant le débat d'orientation budgétaire? Alors, Jean Hardy. Oui, moi, c'est uniquement pour un problème technique. C'est à revenir sur le slide de la dotation des concours de l'État. Le DOP 2020 en niveau dotation, j'ai bien compris que le montant était approximatif, puisqu'on ne le savait pas exactement, c'était 3 490 000. Mais c'est uniquement pour comprendre le tableau, hein. Et quand on tourne la page, dans la dotation, il y a 4 650 000. Alors, où est la différence? C'est ça que je voudrais connaître. Alors, je peux répondre. Je peux répondre effectivement. Les dotations de l'État qu'on ne connaît pas encore, je le confirme, et qu'on connaîtra dans le courant du mois de mars, s'élèvent à 3 490 000. Page suivante, on a dotations, mais auxquelles il faut ajouter les compensations. Je l'ai dit, compensation de la CFE, ce qu'on appelait la taxe professionnelle, et compensation, exonération de taxes foncières et exonération de taxes d'habitation. Donc, ce sont des sommes qui sont versées par l'État à la commune pour compenser des manques à gagner. La commune ne perçoit pas de CFE, contribution foncière des entreprises. C'est la communauté d'agglomération qui la reçoit. Et effectivement, certaines personnes, certains propriétaires, certains contribuables sont exonérés de taxes foncières et exonérés de taxes d'habitation du fait des faibles revenus. Et l'État rembourse ces compensations à la commune.
Merci. Bien, je vous propose donc de prendre acte de cette présentation. Pas de vote à la clé. Je pense que le débat a été nourri et que nous pouvons donc, mais pas sous forme d'un vote. Voilà. Donc nous prenons acte collectivement de cette présentation. Je vous remercie de votre attention et de votre participation.